Si ça peut vous aider les gars, je vous fais un petit point. En gros, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde sait que la Révolution française a lieu, 1789, voilà, le roi est renversé, la royauté est retirée en France, donc c'est l'arrivée de la République française, mais c'est pas la République comme aujourd'hui, c'est les débuts de la République. On renverse le roi avec la volonté, avec l'espoir que tous les hommes seront libres en France, que tous les hommes seront égaux en France. Enfin, c'est les principes, en gros, les premiers principes de la République. Bref, je ne fais pas le cours là-dessus. Mais le problème, c'est que la République, elle est très instable parce que la France, elle est divisée. Il y a des royalistes, il y a encore des grosses inégalités économiques. Ce que j'entends, il y a de ce que j'avais lu, il y a encore beaucoup de taxes. République instable, et c'est surtout qu'il y a de nombreux ennemis autour de la France parce que le concept d'une république, de tuer le roi, ça fait peur aux autres pays. Pour rappel, on est entouré de monarchies en Europe. Donc c'est ce qu'on pouvait dire. Donc il y a de nombreux ennemis extérieurs, mais aussi une instabilité intérieure. Imaginons que tu enlèves Napoléon de l'équation. Imaginons qu'il n'ait jamais existé, qu'il n'ait jamais été là. Bon, déjà, Toulon aurait été un fiasco. Mais surtout, c'est que quelqu'un d'autre serait venu prendre le pouvoir. Peut-être pas fort, mais quelqu'un d'influent qui arrive à récupérer le pouvoir d'une certaine façon. Au moment, après la Révolution, c'est simple. Après, à ce moment-là, le siège est vide. Genre, il n'y a pas de véritable gouvernement. Enfin, si, il y en a. Il tient debout par le Saint-Esprit. Les hommes politiques, il n'y en avait pas un qui sortait du lot. Il n'y en avait pas un. Ils avaient autant de caresses qu'une carte. C'est ça. Ok. Et je te raconte pas les. Non, bah, à l'époque, ils n'avaient pas de valise. C'est des mâles de billets. Tu dis des mâles, ça marche. Il y a certains qui se faisaient mener par la braguette. Hein. Marina qui dit ça a pas tellement changé. Déjà, quand il a pris le pouvoir, il n'avait pas encore l'armée derrière lui. On l'a envoyé à l'armée d'Italie pensant qu'il allait s'enterrer, qu'il allait qu'il allait rien foutre, quoi, comme son prédécesseur. Bon, tu vas me dire, avec une armée qui a même pas de godasse et qui a pas été payée, hein, et t'as le mec qui passe par la montagne, là où on attend le moins, qui débarque en Lombardie, qui te fout une branlée pas possible aux Lombards, aux Savoie et aux Autrichiens, qui va pratiquement jusqu'à Vienne, et qu'ensuite il force le gouvernement autrichien à signer une paix. Qu'est-ce qui fait selon vous que ça va devenir justement la personne, on va dire, incontestable en France et la personne qui va entrer dans la légende en France? Bah, disons plutôt que déjà, il refoue, il met un peu d'ordre dans le désordre intérieur, comme par exemple en Vendée, aussi avec l'Église, avec le Concordat, parce que l'Église civile... Je veux dire, alors, bon, c'est beaucoup plus tard la Prusse, tout ça, mais t'as un peu la Prusse, l'Autriche, la Russie, il va un peu les remettre à sa place plus tard dans ses grandes campagnes. Il va les remettre à sa place en mode... Parce qu'à l'époque, il faut bien comprendre que beaucoup de pays, donc justement, il y a beaucoup, comme on disait, cette coalition contre la France. Donc, beaucoup de pays voient la révolution comme une menace, mais il y en a beaucoup aussi qui voient ça comme une occasion de venir piquer des territoires à la France, parce qu'ils pensent tous que la France est faible, que l'armée française n'existe pas sans avoir un roi à sa tête, que le peuple français peut rien faire sans un roi. Enfin, la Prusse... Il n'y en avait qu'un seul qui était vraiment mordicus contre la France. Hein. Ouais, bon, ok, il a mené tous les autres. Qui c'est qui a financé les 7 coalitions? Coucou l'Angleterre. Ouais, bah. Non, mais moi je dis rien, je constate par les faits. Hein. Ah oui. Bah après, il y a eu beaucoup de pays qui n'aimaient pas la Révolution. Hein. L'Autriche, c'est pour ça qu'elle nous a fait chier. La Prusse, il se moquait plus de notre armée, et la Russie, elle voulait en profiter. Quand il prend le pouvoir, quand il devient premier consul, non, républiquement parlant, il est bon, hein, il est encore dans les bons droits de la République. Hein. Après, il se fait renommer empereur, et on en revient au fait qu'il, certes, c'est un mandat long, mais ça reste un mandat, et il le fait bien, et il fait bien élire. Donc, logiquement, dans la traduction, dans la définition de ce qu'est une république, oui, et c'est pas démocratique. Ça, c'est sûr, c'est pas du tout démocratique. Mais c'est effectivement, c'est toujours des républiques vraiment démocratiques. Donc on pourrait compter sur les deux doigts d'une main. Il y a une forme de démocratie puisqu'il a été élu, comme vous dites, par le peuple indirectement. Donc il y a une forme de démocratie là-dedans. Mais c'est vrai qu'il faut, je pense, avoir un regard différent sur la République telle qu'on l'a aujourd'hui. À l'époque, c'était pas la même notion de République. Même aux États-Unis, c'était pas encore une démocratie, c'était une république. La démocratie, à l'époque, ça n'existait pas. Napoléon, il a quand même énormément apporté avant d'arriver au pouvoir, ce qui fait qu'il était déjà bien aimé par le peuple. Et ça lui a donné énormément pour arriver au pouvoir, ça lui a permis... Il n'avait pas besoin de... C'est pas un dictateur comme on peut l'entendre, où il a besoin d'instaurer l'armée dans les rues pour tirer sur des civils. Non, parce que la plupart des civils, la plupart du peuple le suivaient, étaient prêts à le suivre. Alors effectivement, aujourd'hui, tu compares... Moi, ce que j'aime beaucoup comparer, c'est comparer les pays. Tu demandes à un Européen, quel qu'il soit, hormis français, qui est Napoléon pour lui, ils vont te dire dictateur, despotique, monstre. Nous, tu demandes à un Français, il va te dire défenseur de la France, grand général... Bah, pour beaucoup, mais en tout cas je croise, pour beaucoup, Napoléon c'est quand même un grand homme. Il est vu effectivement il a fait des choses horribles, mais avant tout il est vu quand même pour les bonnes choses qu'il a fait pour la France. Non mais ouais, mais pas pour des Européens. Pour beaucoup d'Européens, c'est un monstre. Il est au niveau d'Hitler pour eux. Un seul mec politique
militaire ou autre, qui a dû se démerder sans casser d'œufs à une période troublée. Mais je te rappelle que Napoléon a vraiment réussi à s'imposer, j'ai bien dit imposer, après qu'il ait forcé l'Autriche à signer la paix en 97, après sa campagne d'Italie. Le Directoire, ils étaient menacés sur toutes les frontières, l'Autriche, la Prusse, etc. Bref, tu connais toutes les nations qui voulaient la peau de la France. Et forcément, la priorité avant tout, c'était les armées. C'était les armées pour défendre le territoire. Et du coup, tu ajoutes à ça la corruption, etc. Et ça a créé de la pauvreté. Et le truc, c'est que l'argent était jeté par la fenêtre dans tous les sens, sachant que le Directoire, c'était pas des très grands économistes, tu as pu le remarquer. Et du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que Napoléon, il a complètement réformé le système déjà financier. C'est lui qui a créé la Banque de France. On lui doit la Banque de France. Donc, il a permis une centralisation de la monnaie, etc. Il a créé le franc germinal, etc. Bref, au niveau économie, il redresse la situation, mais c'est un peu compliqué parce que les Anglais, encore eux, décidément, nous font un blocus naval pour éviter justement qu'on s'en sorte, notamment au niveau de nos colonies avec Haïti. Et là, le côté politique. Parce qu'au niveau politique, c'était aussi le grand chaos, surtout à l'intérieur, parce qu'il y avait la Vendée, la Bretagne, les royalistes, bref, c'était le chaos. En plus, avec les sans-culottes, les jacobins et tout, qui ne voulaient surtout pas perdre leur pouvoir, c'était un sacré chaos. Et du coup, ce qu'il a fait, Napoléon, c'est qu'il a pris des lois qui ont été écrites sur la République, il a créé ses propres lois et il les a mis dans un seul ensemble, et là je pense que tu connais ce que c'est, le Code civil. Et ça crée énormément de stabilité parce que désormais, les Français ont leur loi commune. Désormais, ils se réfèrent autour d'un seul et même code, et du coup, ça permet de créer une stabilité, etc. au niveau politique et tout. Et aussi au niveau religieux, et comme Lafred l'a dit, il a signé le concordat avec l'Église, ce qui a permis du coup aux prêtres persécutés par la terreur de pouvoir pratiquer leur culte sans trop de problème. Et aussi, il a permis une plus grande liberté religieuse, parce que Napoléon, lui, il était très tolérant au niveau de toutes les religions. Mais du coup, en fait, Napoléon, ce qu'il a fait, c'est qu'il a misé sur l'économie, la politique et le religieux pour baser son pouvoir, et surtout pour accorder sa légitimité au peuple. Et le peuple, il a apprécié, ils se disent enfin on a de vraies lois, on a une stabilité, bref, ça va de mieux en mieux, on va dire, même si ça reste compliqué, bien évidemment. Lorsqu'il est devenu premier consul après la deuxième campagne d'Italie, enfin pas trop dans les détails, il a signé la paix d'Amiens avec les Anglais. Donc il a réussi à ramener une paix, qui certes n'a pas duré très longtemps, mais au moins il a ramené une paix stable en Europe, où la France a pu se développer un peu, même si ça n'a pas trop duré longtemps. Et du coup, tout ça, le peuple français, il se dit, mais il est génial, il nous apporte tout ce qu'on a besoin, on a de quoi vivre, on a un code civil, on a la stabilité, bref, que demander de mieux, j'ai envie de dire. Très clairement. Donc ça c'est bien parce que là tu mets pas trop l'aspect militaire en avant, mais tu mets vraiment l'aspect réforme, l'aspect économie, l'aspect social. Et ça c'est vrai que c'est important de le dire parce qu'on voit souvent et uniquement presque toujours Napoléon comme un conquérant, comme celui qui a fait la guerre dans toute l'Europe et qui a réussi à prendre toute l'Europe. Mais c'est vrai qu'il faut pas oublier qu'il y a eu tout ça en interne qui a conduit, on va dire, à sa légitimité et aussi à son importance en France, je pense. J'aimerais rajouter un truc, mais bon, ça c'est en plus, c'est qu'il faut savoir que Napoléon ne réformait pas uniquement la France parce que grâce à ses conquêtes militaires, il a complètement changé le visage européen. Par exemple, le Saint-Empire romain germanique qui existait à ce moment-là depuis des millénaires, il l'a supprimé pour mettre en place la Confédération du Rhin. Il a mis des codes civils, il a mis des constitutions, il a aboli les privilèges. Bref, il a créé une société beaucoup plus moderne qui lui ont permis d'accueillir le soutien d'une grande partie des peuples européens, notamment les Italiens, les Allemands, etc. et surtout les Polonais. Il faut savoir qu'en fait, à cette époque, les Polonais, ils étaient sous domination prussienne, autrichienne et russe. Et beaucoup croyaient en la France justement pour les libérer de l'occupation. Et justement, c'est ce que Napoléon va faire. Il va recréer la Pologne, donc le Grand-Duché du Varsovie. Et ça va lui permettre de réunir les Polonais autour de lui. Il me semble d'ailleurs que Napoléon est cité dans l'hymne polonaise encore aujourd'hui. C'est quand même fort de se dire qu'il arrive à prendre une terre et à séduire le peuple de cette terre et pas de les rallier forcément à la France, mais on va dire de les convaincre et de les... Je pense que quand on parle de Napoléon comme un homme charismatique, je pense que c'est vrai au bout d'un moment parce que s'il arrive même au-delà de la France à arriver à se faire entendre, arriver à se faire respecter, arriver à garder un contrôle sur une province, c'est quand même très fort, c'est quand même fou quoi. Donc, mais c'est ça qui est très fort avec ce gars, c'est qu'il a su jouer non seulement de son charisme diplomatique et militaire, mais aussi il a su jouer de son on va dire de son talent diplomatique et économique pour s'attirer le soutien des populations locales. Ça lui a permis de renforcer son contrôle sur de nombreuses contrées européennes. Et tout ça, ça a été un facteur décisif dans la continuité, on va dire, de l'Empire français. En tout cas, jusqu'à ce qu'il finisse par être submergé, etc. Mais ça, c'est quand même incroyable parce que
réussir à obtenir le soutien de population d'autant de pays, c'est quand même assez fort quand même. Et sans répression, je le précise. Il y a quand même eu des répressions, certes par-ci par-là, mais en grande majorité, Napoléon avait le soutien des populations grâce justement à ses réformes, les codes civils et plein d'autres. Bref, je ne vais pas essayer de me répéter. Là, on a vraiment fait cet aspect, on va dire, économique et social. Maintenant, on va entrer plutôt dans l'aspect militaire. Ça rapprochait directement vers la fin de Napoléon. Et justement, est-ce que c'était une fin, une fatalité, ou est-ce que c'était une fin évitable? Ah, c'était avant que Napoléon arrive à prendre le pouvoir, les 2 premières guerres de coalition. C'est ça. Les D'accord. déclarations de guerre commencent avant qu'il obtienne le pouvoir. Elles sont hors sujet étant donné que ce n'est pas Napoléon qui est au pouvoir lorsqu'elles sont déclarées. La guerre de la troisième coalition, c'est celle qui se passe après la paix d'Amiens. Et c'est l'apparition de William Pitt le Jeune à la tête de l'Angleterre. Et ce bon vieux William Pitt déteste les Français, et en particulier la Révolution. Donc il finance l'Europe, encore une fois, pour que l'Europe déclare la guerre à la France. C'est d'abord l'Angleterre qui déclare la guerre. Donc du coup, on a Napoléon qui masse une armée sur toute la côte du Benelux jusqu'en Normandie. C'est l'armée des côtes et océans. Et en réaction à cette armada, 150 000 hommes quand même, et la flotte française amassée pour pouvoir faire un débarquement en Angleterre, l'Angleterre finance la Russie et l'Autriche pour qu'elles déclarent la guerre à la France. C'est en 1805, c'est la campagne de 1805. Donc du coup, Napoléon prend l'armée des côtes et des océans, la renomme Grande Armée, et en 7 corps d'armée se redirige vers l'Allemagne et bat coup sur coup l'armée autrichienne et russe. La bataille la plus importante étant la bataille d'Austerlitz et la manœuvre stratégique la plus importante étant celle d'Ulm. Si vous voulez plus de précision, je vous conseille la vidéo de Sur le champ qui en traite. Elle est particulièrement concise. Justement, qu'est-ce qui fait que dès le départ, Napoléon, ça devient un bon stratège sur le champ de bataille? On parle beaucoup de l'artillerie. Déjà, principalement sur le champ de bataille, Napoléon n'est pas un stratège, mais un tacticien. Il y a une différence majeure. Ok, Le but de la stratégie, c'est détruire le système ennemi et de gagner une guerre. Le but de la tactique, c'est gagner une bataille. La stratégie ne vise pas à faire une bataille, elle vise à détruire l'armée ennemie par tous les moyens possibles. Tandis que la tactique, c'est-à-dire l'art de manipuler une armée sur le champ de bataille, c'est l'art de détruire l'armée ennemie pour pouvoir, si on n'a pas réussi via la stratégie, à la réduire autrement par une bataille. Bon, ensuite, pour répondre à ta question, Napoléon est de formation un artilleur, c'est une arme savante. Il a une mémoire encyclopédique, il est extrêmement intelligent pour l'époque dans sa réflexion, parce que durant toute sa jeunesse, dans l'école militaire de Brienne, il a étudié les grands vulgarisateurs, les grands théoriciens militaires qui ont bouillonné après la défaite française de la guerre de 7 ans. De par ce fait, il est complètement au courant de toutes les théories militaires de Maréchal de Saxe et de tous les grands généraux français qui ont expérimenté durant la guerre de l'indépendance américaine. Donc beaucoup d'apprentissage déjà avant même d'être sur les batailles. Il avait la théorie. Ensuite, il a appris l'arme savante qu'est l'artillerie. Avec l'artillerie, il est obligatoire de comprendre une approche extrêmement précise qu'on appelle l'approche opérationnelle, c'est-à-dire la logistique, savoir où placer ses armées sans pour autant les rendre complètement inefficientes. C'est tout un art militaire extrêmement compliqué. On parle aussi Donc, beaucoup de Napoléon comme quelqu'un qui planifie énormément, qui se renseigne, qui cartographie énormément avant une bataille pour bien anticiper l'ensemble du terrain avant la bataille. Alors là, je vais vous prendre un exemple plus tardif. Durant la campagne de 1806-1809, Napoléon, dans le grand quartier général impérial, possède une division spécialisée dans la cartographie, dans la poste, dans la logistique. Toutes ces choses ne servent qu'à une seule chose, fournir à l'empereur toutes les informations et les outils qu'il a besoin pour pouvoir déplacer de manière efficace les corps d'armée sur les pays qu'il traverse pour pouvoir détruire le dispositif dans une optique plus moderne, la ligne de front de l'ennemi. Ouais, ça passe par beaucoup de renseignements et d'anticipation, et ça c'est un point fort de C'est Napoléon. Et comme tu dis, s'il avait vraiment un service dédié à ça,
Je pense que pour l'époque, c'était quasiment inédit parce que ça se faisait pas à ce C'est point-là. le premier. C'est le tout premier, le système du grand quartier général impérial est le tout premier. En dehors de lui, très peu de personnes n'osent prendre de décisions, d'initiatives, ce qui mènera indirectement à sa fin. Nicolas Davout, déjà de son vrai nom, Louis-Nicolas de Davout, est effectivement un des plus grands généraux de l'époque et il est l'égal de Napoléon sur beaucoup d'aspects. Mais là où j'ai un gros doute sur la valeur réelle de Davout, c'est sur sa capacité à fédérer les masses. Davout était un très bon militaire, un excellent militaire, mais il avait une grosse tare, c'est que c'était un connard. Il était extrêmement strict, peu de personnes ne l'aimaient, il avait très peu d'amis. Et dès lors que les choses n'allaient pas exactement comme lui voulait, ça ne fonctionnait pas. Le meilleur exemple que je puisse vous présenter, c'est durant le début de la campagne de Russie. Il est à la tête du premier corps de la Grande Armée et il a déjà plus de 66 000 hommes sous son commandement. Et voyant que le corps d'armée de Jérôme, roi de Vessalie, frère de Napoléon, est trop lent selon ses attentes, selon les ordres que lui a donné Napoléon, il décide de prendre le commandement de l'armée de Jérôme. Et Jérôme, parce que c'était au final qu'un jeune homme, n'ayant pas une grande expérience de la vie, surtout de l'art militaire, ayant à l'époque, je crois, qu'à peine 26 ans ou 27 ans, décide tout simplement d'abandonner le commandement de son armée et de rentrer chez lui en Vessalie. Ce qui va causer un gros problème, c'est que du coup, les troupes vessaliennes ne voudront plus réellement suivre la campagne parce que c'était Davout, c'était plus leur roi qui commandait, et Davout demandait des entraînements stricts, des mesures strictes. Le premier qui était prêt à te mettre une baffe si jamais t'étais pas dans le rang. Ouais, j'ai un dirigeant très strict. Enfin, j'ai un très strict. Si on prend la première campagne d'Italie ou la campagne de 814, c'est flagrant, avec une armée de 80 000 hommes pour la campagne de 814. Il détruit l'armée autrichienne de quasiment 150 000 hommes qui vient de Suisse, met en déroute l'armée prussienne de plus de 200 000 hommes qui avançait en Champagne et bloque l'armée russe. Il me semble qu'elle ne faisait que 80 000 hommes. Avec combien d'hommes lui il avait, Napoléon, à son commandement? Au total, durant la campagne de 1814, il n'a que 80 000 hommes. Et c'est pas des soldats d'élite. Hein. Sur les 80 000 hommes, 50 000, c'est des Marie-Louise, c'est des conscrits de force, c'est des gens qui savent, des gamins de 18 ans, 20 ans maximum, qui savent à peine charger un fusil, qui n'ont pas d'uniforme, qui n'ont pas de souliers, qui n'ont pas de solde. Tout ce qu'ils ont, c'est le sentiment de patriotisme, une sorte de vénération pour l'empereur, bien sûr, et surtout la volonté profonde de défendre non pas l'Empire ou l'empereur, mais la France. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que Napoléon était téméraire. Mais est-ce qu'on peut dire que Napoléon était fou? Fou dans le sens où il prenait pas, on va dire, les risques étaient trop inconsidérés, et il gagnait quand même parce qu'il avait ce côté folie. Alors, pour pouvoir répondre à cette question, je vais devoir avoir une carte. Est-ce que tu peux mettre une carte de l'Europe où il y a Austerlitz, où il y a marqué l'emplacement d'Austerlitz, s'il te plaît? Alors, je ne sais pas si tout le monde dans le chat connaît l'emplacement des capitales des empires de l'époque, mais à l'époque, Austerlitz se trouve au niveau de l'actuelle Tchéquie, et un peu au sud de Prague. Et l'armée française, elle est dispersée entre Munich et Vienne. Et elle se concentre d'un coup sur Austerlitz, où elle a 40 000 hommes à tout casser au début, et attire vers elle une armée de plus de 120 000 coalisés. Et à la bataille d'Austerlitz, tout le génie de Napoléon, il se fait croire comme étant en position de faiblesse. Déjà, il abandonne le mont Pratzen et il se met en dessous, en bas. Ensuite, il laisse un énorme trou entre
Vienne, qui est à plus de, il me semble, 200 km, je n'ai plus les distances réelles, sur sa droite, et il a une droite très affaiblie. À ce moment-là, il envoie un courrier au maréchal Davout qui se trouve à Vienne, et demande à ce qu'il se ramène le plus vite possible sur le champ de bataille d'Austerlitz. Donc du coup, Davout, avec un corps de 30 000, 40 000 hommes seulement, 30 000 hommes, excusez-moi, doit faire un chemin de plus de 200 km en l'espace de 3 jours et 2 nuits. La première division du général Friant marchera quand même plus de 53 km en une seule journée, et il ne fera pas de pause jusqu'à arriver à la bataille d'Austerlitz. Et ils arrivent le matin d'Austerlitz à 5-6 heures du matin, et ils se battent. Ils n'ont même pas pu faire une sieste, ils n'ont pas dormi depuis quasiment 3 jours. Ils n'ont fait que marcher, et ils se sont battus toute la journée. Déjà ça, c'est extrêmement osé. Ensuite, l'emplacement d'Austerlitz, Napoléon est à plus de 150 km de ses bases logistiques. Il est extrêmement loin de la France. Il n'a aucun renfort autre que Davout. Et en dehors de l'armée française qui se trouve à Austerlitz, il n'y a aucune troupe pouvant être levée de manière efficace et rapide pour pouvoir compenser une défaite. Coup de poker extrêmement osé, Napoléon savait pertinemment qu'il avait toutes les chances des réussites parce que il avait de 1 une armée beaucoup plus entraînée, de 2 des bien meilleurs généraux, de 3 il avait une armée unie parce qu'il y avait des Français dans cette armée. Là où dans l'armée coalisée, il y avait des Croates, des Autrichiens, des Français exilés, des Russes, des Moldaves, enfin un patchwork de cultures qui ne parlent pas la même langue. Donc du coup, il y a un gros problème. Il avait le moral, là où les coalisés ne l'avaient pas, justement parce que l'Autriche venait de se faire humilier une paire de fois, notamment à Ulm, et les Russes, eux, l'armée russe de l'époque, c'est pour faire simple, des esclaves, c'est des serfs, c'est des soldats enrôlés de force, c'est pas des soldats professionnels. Il a une doctrine beaucoup plus moderne au niveau tactique, au niveau de l'artillerie, l'artillerie de Gribeauval, qui est standardisée avec une logistique impeccable, avec assez de coups de canon pour pouvoir résister. Et il avait une cavalerie qui était également standardisée, un équipement, tout était standardisé. Il avait des troupes extrêmement bien entraînées, extrêmement bien motivées, et surtout, il a utilisé le principal défaut de l'armée ennemie, c'est qu'elle n'était pas unifiée. Il y avait un gros problème de commandement parce que il y avait l'empereur d'Autriche, l'empereur de Russie qui donnait les ordres. Il y avait Kutuzov qui était déjà vieux à l'époque et particulièrement sénile qui commandait, et il fallait traduire les ordres. Donc il y avait un plan pour les Russes et les Autrichiens, et lorsque le plan ne s'est pas passé comme ils voulaient, ils ont voulu régler ce plan, mais il y a eu un emmêlage dans les ordres. Et cet emmêlage dans les ordres a provoqué un désordre monstrueux sur le champ de bataille, ce qui a permis à Soult, en l'espace de 15 minutes, il a pris le mont Pratzen. 15 minutes. Et il a coupé l'armée ennemie en deux. C'est fou, et ça répond totalement à la question, parce que je disais qu'il y avait une part de folie. Non, pour moi, c'est pas de la folie, c'est osé, c'est de la tactique, comme tu dis, mais c'est surtout calculé, c'est très bien joué. C'est on va dire, un fin calcul entre la prise de risque et le résultat. Et comme tu dis, en prenant en compte que tu as une armée plus entraînée et plein de facteurs, comme tu disais, qu'en face, ils sont très nombreux, certes, mais ils sont moins organisés parce qu'il y a beaucoup de pays, il y a beaucoup de mélanges. C'est à prendre en compte dans l'équation, et c'est très fort. C'est très fort d'arriver à prendre autant de facteurs en compte pour en tirer un vrai plan pour la bataille, et c'est ce qu'il a fait à Austerlitz, et chapeau. En plus, François, tu maîtrises le sujet, c'est impeccable, là, franchement, comment t'arrives à parler d'Austerlitz, on a l'impression que tu y étais. Napoléon a dit, soldats, je suis fier de vous. Vous pourrez dire fermement, moi j'ai été à Austerlitz, et on vous répondra, voilà un brave. Déjà ça.
Alors toi, t'étais plutôt avis neutre, c'est-à-dire est-ce que t'es capable d'avoir un regard peut-être un peu plus contrasté sur Napoléon? Parce que là, non, c'est vrai qu'on l'a quand même beaucoup glorifié, là, qui vont se dire, putain, c'est vraiment la communauté fan de l'empereur. Est-ce que, sans forcément entrer trop dans le déclin ou la chute, est-ce que justement t'arriverais à expliquer petit à petit pourquoi ça va se casser la gueule? Un petit mot sur la Louisiane, parce que tout le monde me dit parle de la Louisiane, parle de la Louisiane, donc si t'as... Alors, la Louisiane, donc comme la plupart des gens le savent, ils ont un peu étudié l'histoire, la Louisiane, c'est un territoire français, donc en Amérique, qui occupe à peu près un tiers du territoire américain actuel. Donc c'est immense. Mais suite à la Révolution, donc comme ça a été dit par les gens avant, la marine a fait défection, qui empêche le commerce avec les colonies en Amérique. Et comme la Louisiane était un territoire très peu lucratif pour la France et l'Empire en général, ça a été décidé par Napoléon de la vendre pour 11 millions de dollars à l'époque, pour financer les guerres en Europe. Parce qu'il aurait été impossible pour Napoléon, sans la marine, de pouvoir défendre la Louisiane, ce qui aurait été une cause perdue au final. Donc, suite au blocus qui était fait par les coalitions, ça devenait très compliqué et non lucratif de garder la Louisiane. Oui, c'est ça, c'est un peu pareil pour tout ce qui est l'esclavage en fait. Sous l'Ancien Régime, la France elle s'appuie pour son économie sur 3 facteurs. L'agriculture, l'industrie et les colonies. Sauf qu'avec la Révolution, l'industrie et l'agriculture, il y a beaucoup de problèmes. Et au niveau des colonies, sans la marine et tout, impossible pour la France de protéger ses colonies en Amérique. Et on se retrouve avec la Martinique qui est conquise par les Anglais et aussi d'autres colonies par les Espagnols. Donc impossible pour la France de pouvoir vraiment défendre ses colonies, ça aurait été une perte d'argent, une perte de temps. Et même s'il y a eu des projets pour mettre de l'argent dans la marine et tout, comme l'a dit Templar, ça aurait pas été impossible avec une marine trop expérimentée sans amiraux compétents et une marine qui n'est pas expérimentée comme la marine anglaise. Oui, c'est vrai qu'aussi on a le regard un peu d'avoir le seum d'avoir perdu la Louisiane qui était une grosse part des États-Unis, comme tu dis, mais peut-être que tout simplement à l'époque c'était pas viable de gérer à la fois l'Europe et garder la Louisiane. Ça aurait peut-être été, on va dire, un déclin pour la France ou une pénalité de garder la Louisiane en seconde zone, quoi. En fait, C'est ça. ouais, c'est ça. En fait, ça aurait pas eu trop d'intérêt et en fait, le fait de vendre la Louisiane, excuse-moi, ça permet de financer les guerres en Europe, de remettre un peu d'argent dans les caisses. Quand Napoléon lance la campagne de Russie, bien sûr, c'est dans le contexte du blocus continental, où la Russie ne respecte pas les traités, et Napoléon va décider d'aller corriger le tsar. Donc la campagne de Russie se lance et tout, et Moscou est prise et tout, assez facilement, vu que les Russes pratiquent la tactique de la terre brûlée. Mais il y a l'hiver qui arrive, et c'est la cata. Donc Napoléon est obligé de faire une retraite, et on connaît notamment l'épisode de la Berezina, qui est d'ailleurs trop souvent considéré comme une défaite, même si c'est une retraite stratégique. C'est une victoire pour l'armée napoléonienne. Car grâce au sacrifice des pontonniers, donc de la garde impériale, les pontonniers c'est l'unité qui devait construire les ponts et tout, c'est un peu le génie militaire comme dans les armées de la Seconde Guerre mondiale. Grâce au génie de l'armée de Napoléon, une grosse partie de l'armée peut être ramenée en Europe, ce qui fait qu'on n'a pas une déroute totale. Mais le problème, c'est que vu que la Russie arrive à repousser Napoléon et commence à le pourchasser, il y a les anciens pays alliés à la France comme la Prusse et la Suède et l'Angleterre bien évidemment, parce que l'Angleterre a toujours financé les guerres contre la France et tout. Ça vient vraiment de là, hein, les guerres avec la coalition, c'est l'Angleterre qui finance tous les autres pays. Eh bien, Napoléon se retrouve avec beaucoup plus d'adversaires qu'au départ. C'est ça en fait, les pays alliés à la France avant, voyant que Napoléon il se prend une déroute et tout face aux Russes, ils décident de retourner leur veste pour récupérer leurs intérêts. Par exemple, la Prusse, elle avait des intérêts donc dans la Confédération du Rhin, mais aussi sur la Pologne. C'est un grand classique dans l'histoire. Dès qu'un homme fort s'affaiblit, on essaie de le faire tomber, quoi. C'est une opportunité, quoi. Oui, c'est ça, c'est une opportunité et tout. D'ailleurs, Napoléon était considéré comme un ogre, il n'avait pas une très bonne image auprès des autres pays européens, même s'ils étaient alliés. Car j'ai parlé d'un des pays les plus importants dans cette défaite de Napoléon, hein, la retraite de Russie, c'est l'Autriche. L'Autriche est liée à la France par un mariage. Donc normalement, on a souvent vu ça dans la diplomatie, quand deux pays organisent un mariage arrangé, ils ne sont pas censés déclarer la guerre, c'est pour améliorer leurs liens. Et en fait, le ministre des Affaires étrangères, donc Metternich, qui n'aime pas Napoléon, va tout faire pour trouver un prétexte, justifier l'injustifiable, pour rentrer en guerre contre Napoléon. Et il va obtenir ce prétexte.
et tout. Ce prétexte, c'était que les troupes françaises, c'était que Napoléon abandonne tout son empire. Ce qui n'est pas envisageable pour Napoléon, qui perdrait le glacis protecteur que lui offrait la Confédération du Rhin et les royaumes d'Italie. Ok. Donc Napoléon se retrouve dans une impasse et décide de refuser parce que pour lui c'est pas possible, ça mettrait en péril la survie de l'empire et de la France. C'est Donc, vachement, c'est vachement intéressant ce que tu dis, parce que toi, en gros, ce que tu nous dis, c'est que c'est pas tellement la campagne de Russie qui aurait tué Napoléon, c'est plus les conséquences qu'il y a eu après, du sort que une fois que la retraite a eu lieu, il y a tout le monde qui va se soulever contre Napoléon. Donc en soi, ça serait pas tellement les Russes qui ont achevé la France, mais tous ceux qui vont se retourner avec la Russie derrière, quoi, si je comprends bien. C'est ça, parce que pendant la campagne de Russie, ce n'est pas les Russes qui ont battu Napoléon, c'est l'hiver. Napoléon dira d'ailleurs, je ne peux pas vaincre les éléments de la nature. Je peux vaincre une armée, pas les éléments de la nature. Ok. Je ne peux pas battre l'hiver. Donc, Napoléon se retrouve, comme je l'ai dit, du coup, avec plein d'ennemis supplémentaires, ce qui fait qu'il y a un énorme rapport de force qui est trop important. Et Napoléon comptait en fait sur l'aide de l'Autriche pour l'aider, mais Metternich va réussir à changer la donne et à faire entrer l'Autriche en guerre contre Napoléon. Donc l'Autriche apporte 150 000 soldats en plus. Alors que Napoléon, il était parti avec 800 000 soldats en Russie, quand il revient, c'est à peu près 300 000 hommes, ce qui est très peu. Un peu de la moitié qui Dû s'est au tombé. fait, c'est ça. Et du coup, Napoléon, pendant la retraite, il va devoir se battre avec la plupart des pays qui lui étaient alliés avant. Et il va utiliser pour ça la position centrale pour essayer de s'en sortir jusqu'à ce qu'il puisse renverser la situation. Donc la position centrale, c'est une tactique qui lui permet de se fixer au centre de la carte de campagne, pour faire simple, et de pouvoir intervenir sur les différents points les plus faibles du dispositif ennemi. Et une chose qu'on ne sait pas, c'est que Napoléon pense tout le temps qu'il voulait garder ses conquêtes, ses possessions, mais il se rend compte que c'est infernal et que la situation n'est pas possible. Du coup, il était prêt à renoncer à son empire. Renoncer à tout ça pour la survie de la France. Ok. Il était prêt à négocier, il était prêt à accepter les conditions, mais il est tellement dans une situation défavorable que l'Autriche, et notamment Metternich, lorsque Napoléon va venir le voir, lui dit qu'il est trop tard pour renoncer. Et c'est là que ça part en cacahuète. Il y a vraiment un objectif de dépecer la France de tout. En gros. Et on va arriver du coup à la bataille des nations en Allemagne, à Leipzig, il me semble, si je le prononce correctement, où Napoléon va devoir se battre littéralement à 1 contre 5. Et il va se faire encercler, et grâce à une poche de secours, donc il a réussi à faire une sortie, il a pu se rapatrier vers la France. Et à partir de ce moment-là, tous les pays européens vont foncer vers la France, un peu comme lors de la première coalition et tout, où la France est cernée, c'est la même chose. Toute la Confédération du Rhin tombe rapidement, parce que c'est toujours plein de petits royaumes et tout qui sont mis ensemble dans une confédération à l'instar du Saint-Empire romain germanique. Et du coup, ça va très vite tomber comme les royaumes d'Italie, ce qui fait que la France se fait envahir. Et c'est là que Napoléon est forcé à l'abdication. Ouais, Et c'est drôle parce qu'on parle toujours de Waterloo, tu sais, comme la fin de l'Empire, mais déjà là, on voyait déjà un déclin bien avant Waterloo. Oui, il y avait déjà un déclin en fait, mais le déclin s'opère qu'à partir du moment où la retraite de Russie commence. Le congrès de Vienne, donc c'est ce congrès-là qui va redessiner la carte de l'Europe et tout, avait déjà commencé en septembre 1814. Et ils y étaient encore dans les pourparlers pour redessiner la carte de l'Europe. Quand Napoléon, il revient en mars 1814, qui interrompt le truc. Et quand il revient du coup pendant la période des 100 jours, qui a déjà été citée par d'autres gens venus débattre dans le live, Napoléon va reprendre le pouvoir sans verser une goutte de sang, ce qui est d'ailleurs très impressionnant. Et il va décider, pour sa survie, pour la survie de l'Empire, au début il décide de parlementer avec les puissances européennes. Sauf que les puissances européennes ne veulent pas de pourparlers, ils veulent détruire Napoléon. Ils déclarent la guerre non pas à la France, mais à Napoléon. Ils déclarent la guerre à un seul homme. Car après la défaite de Napoléon, on avait eu la restauration de la monarchie en France avec Louis XVIII. Et l'objectif des pays européens, c'était de faire en sorte que la France reste une monarchie et qu'elle arrête de s'étendre et de menacer les intérêts des différents pays de l'Alliance. D'accord. Et donc Napoléon se retrouve à devoir continuer à se rebattre pour sauvegarder son pouvoir en France et pouvoir continuer tout simplement à exister sur le plan politique européen. Donc Napoléon décide de partir avec l'armée du Nord, qui est composée à peu près de 80 000 hommes, il me semble,
Et il part en Belgique où il y a les armées anglaises et prussiennes. Mais il faut savoir que Napoléon avait demandé à Davout, donc le général de fer, comme il est surnommé, de préparer le recrutement de plusieurs centaines de milliers de soldats, les Marie-Louise, comme on les appelle. Et l'une des causes de la défaite de Napoléon, c'est de ne pas avoir une armée expérimentée quand il revient. Quand il se retrouve en 1815 avec une armée de soldats inexpérimentés ou peu aguerris de la guerre, il y avait peu de chances pour qu'il puisse gagner. Même s'il gagne la bataille de Ligny en avril 1815, sa position était beaucoup trop faible, je pense, pour qu'il puisse gagner ensuite les futures guerres, même si on pourrait en discuter par rapport au général dont je n'ai plus le nom, qui n'avait pas pu intervenir à temps à la bataille de Waterloo, qui aurait pu renverser le cours de la bataille. Mais déjà, la situation actuelle, puisque Napoléon compose son armée uniquement à partir de ce qui lui reste en France, contre quasiment toute l'Europe. Oui, c'est ça, et ça aurait été compliqué pour lui de pouvoir. Après, on ne sait pas ce qui aurait pu se passer. Peut-être qu'il aurait réussi à battre les Anglais et les Prussiens et de faire une campagne éclair contre les différentes puissances européennes, même si ça semble très peu probable. Ça aurait pu arriver, on n'en sait rien. Mais je pense pas que ça aurait pu marcher, personnellement. Ok, donc toi en fait tu vois pas Waterloo comme la conclusion, comme la finalité, mais plutôt comme la continuité d'un déclin qui était déjà là bien avant. Bah, je dis oui, la continuité d'un déclin sur le plan militaire en tout cas. Moi, je pense que du fait du blocus continental et tout, ça n'aurait jamais pu vraiment tenir sur une très longue période encore. D'ailleurs, quand Napoléon a abdiqué, il abdique en faveur de son fils. Mais ce n'est pas son fils qui est mis à la tête du pouvoir, c'est d'autres personnes. Et on comprend alors que le pouvoir n'aurait jamais pu continuer sous la dynastie de Napoléon. Donc tout ce qu'instaure Napoléon avec l'Empire n'aurait jamais pu continuer en soi après sa mort. Donc ça partait déjà mal dans ce point-là. Et tout ce qui est géopolitique française, bah, ça aurait été trop compliqué. Et c'est la France n'ayant pas vraiment de vrais alliés, comme on a pu le voir avec le retournement de situation de tous les anciens alliés de la France qui attendaient juste que la France soit beaucoup trop affaiblie pour pouvoir intervenir. Non, ça, je pense pas que ça aurait pu marcher. Ah, c'est vrai parce que quand on regarde un empire comme l'Empire romain, on dit ouais l'Empire romain il a tenu un siècle et tout, il a une grande longévité, mais l'Empire romain c'était pas dans un monde aussi moderne que Napoléon. Hein. À l'époque de Napoléon, Non, les royaumes ça il y a la communique beaucoup plus entre eux, on est déjà à des gardes beaucoup plus mobiles, donc il y a ça aussi à en prendre en compte. Hein. Donc est-ce que il y a c'était... trop de différences entre les deux époques. C'est pas en fait, on peut même pas comparer. Alors oui, l'Empire romain c'est un grand empire, mais il n'y a pas autant de nations unifiées, autant de contextes de nationalité et tout. Donc c'est pas comparable, je pense, d'un point de vue historique. Qui un siècle c'est pas 1000 ans. Bah il a tenu plus d'un siècle en tout cas. Oh, commencez pas à vouloir refaire des dramas et des dérapages là où il n'y a pas lieu. Après voilà, on peut toujours refaire le monde avec des cils en basculant dans une uchronie, c'est compliqué. Et mais en tout cas, bon voilà, je pense qu'au bout d'un moment les gars, un homme fort, on a toujours vocation à le renverser, surtout territorialement et surtout historiquement. Ok, bah merci beaucoup Gerlix, merci beaucoup pour ton intervention, merci beaucoup de nous avoir expliqué, vas-y, ce moment du déclin avec ce petit mot sur la Louisiane, c'était aussi important de comprendre.